Le fils de la serveuse s'est précipité à travers le restaurant de luxe, a serré le millionnaire dans ses bras et s'est écrié « C'est toi, mon papa ». Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais, car personne ne s'attendait à découvrir la vérité cachée derrière cette étreinte. « Sortez cet enfant d'ici immédiatement ». La voix glaciale de la gérante trancha l'air feutré du restaurant. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds, le monde vacillant autour d'elle. « S'il vous plaît, juste 10 minutes de plus. Je termine mon service et... Tu as amené ton fils à l'orchidée blanche? Es-tu devenue complètement folle ?» Les fourchettes se figèrent en l'air. 50 paires d'yeux se tournèrent vers la scène. Élise agrippa la main de Léo, mais le petit garçon se dégagea brusquement. « Maman, tu avais promis !» Les joues d'Élise brûlèrent d'une honte intense. Les clients chuchotaient entre eux. Une dame âgée, couverte de perles, secoua la tête avec un mépris évident. « Sécurité, faites sortir ces gens d'ici. » Élise tira Léo par la main, mais il était trop effrayé pour marcher. Il trébucha, tomba, se releva en pleurant à chaudes larmes. « Je voulais juste voir où tu travailles. » L'agent de sécurité s'avança, menaçant. Élise serra son fils contre elle. Mais Léo vit quelque chose. Quelqu'un. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Avant qu'Élise ne puisse l'en empêcher, le garçon partit en courant. « Léo, non !» Il traversa la salle comme une fusée. Il se faufila entre les tables, renversa une coupe en cristal. Les clients s'écartèrent, horrifiés. Et puis, il serra de toutes ses forces les jambes d'un homme. « Papa, je savais que tu reviendrais. » Le restaurant se figea, plongé dans un silence de mort. L'homme était Adrien Belmont. Costume sur mesure à 3000 €. Montre au poignet qui coûtait plus cher qu'une voiture de sport. Il dînait avec des investisseurs japonais. Et maintenant, il avait un petit garçon accroché à ses jambes qui l'appelait « Papa ». Élise n'arrivait plus à respirer. Léo ne savait pas. Elle ne lui avait jamais rien dit, jamais montré de photos. Comment pouvait-il? Adrien regarda le garçon, puis il regarda Élise, qui était traînée par la sécurité. Ses yeux s'agrandirent sous le choc. « Lâchez-la ». La gérante agrippait le bras d'Élise avec une force inutile. « Monsieur Belmont, je suis navré pour cette confusion. Je vais régler cela immédiatement. » J'ai dit de la lâcher. Sa voix était tranchante comme de la glace. L'agent de sécurité s'arrêta net. La gérante trembla. Adrien prit Léo dans ses bras. Il plongea son regard dans les yeux de l'enfant. Il vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. « C'est quand ton anniversaire, champion ?»« Aujourd'hui, j'ai 6 ans. » Le visage d'Adrien devint livide. Il fit le calcul mentalement. Il y a 6 ans, la clinique privée, l'infirmière qui avait pris soin de lui pendant son traitement contre le cancer, la nuit où il pensait que ce serait sa dernière. Élise. Que fera ce millionnaire quand il découvrira que ce garçon pourrait bien être son fils? Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car cette fin va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Élise avait 28 ans, mais elle semblait porter le poids d'une quarantaine d'années. Les clients de l'Orchidée Blanche ne voyaient en elle qu'une serveuse de plus. Une femme en uniforme noir et blanc, les cheveux tirés en un chignon strict, les mains calleuses à force de servir. Personne ne la regardait 2 fois. Personne ne demandait son nom, mais Élise n'était pas seulement cela. 6 ans auparavant, elle portait une blouse blanche. Elle était une infirmière fraîchement diplômée à l'hôpital Saint-Louis. Elle venait de réussir le concours de la fonction publique. Elle gagnait bien sa vie. Elle avait son propre appartement. Ses parents étaient fiers d'elle. L'avenir s'annonçait radieux, jusqu'à la nuit où elle rencontra Adrien. Il avait 32 ans et un cancer à un stade avancé. Il était hospitalisé pour une chimiothérapie agressive. Seule, sans famille, sans visite. Élise restait au-delà de ses heures de service pour discuter avec lui. Elle lui apportait des livres, lui racontait des histoires, le faisait rire malgré les nausées et la douleur. Adrien pensait qu'il allait mourir. Il en était certain. Dans les pires moments, Élise lui tenait la main. Elle lui disait qu'il était fort, qu'il allait vaincre la maladie. Une nuit, après une crise terrible, il la regarda différemment. Élise le sentit aussi. Quelque chose qui ne devrait pas exister entre une infirmière et son patient. Mais cela existait. Ils passèrent une nuit ensemble. Une seule nuit. Il dit qu'il voulait se sentir vivant une dernière fois. Élise dit oui, parce qu'elle voyait en lui quelque chose au-delà du corps malade. Elle voyait un homme bon, courageux, trop seul. Le lendemain matin, Adrien reçut une autorisation de sortie inattendue. Il fut transféré pour un traitement expérimental en Suisse, à Genève. Tout se passa si vite qu'ils ne purent même pas se dire au revoir correctement. Il laissa un mot. «
Merci de m'avoir rappelé que cela vaut la peine de se battre. 3 semaines plus tard, Élise découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de le retrouver. Elle appela la clinique en Suisse. On lui dit que le patient Adrien Belmont était décédé. Élise sentit le sol disparaître sous ses pas. Elle pleura 3 jours d'affilée, pas seulement pour la perte de l'amour naissant, mais parce que son fils ne connaîtrait jamais son père. Quand elle annonça sa grossesse à ses parents, ils exigèrent un avortement. Élise refusa. Elle fut chassée de la maison familiale. Elle perdit son emploi à l'hôpital parce qu'elle avait caché sa grossesse pendant sa période d'essai. Elle perdit son appartement. Elle perdit tout, mais elle ne perdit pas Léo. Elle jura qu'elle donnerait à son fils la vie qu'elle n'avait plus. Elle travailla enceinte de 7 mois à nettoyer des bureaux. Elle accoucha seule. Elle éleva Léo seule. Elle n'accepta jamais l'aumône. Elle ne demanda jamais d'aide. De l'orgueil? Peut-être, mais c'était tout ce qui lui restait. Élise avait 3 emplois. Le matin, elle faisait des ménages. L'après-midi, elle était caissière dans un supermarché. Le soir, serveuse à l'Orchidée Blanche. Elle dormait 4 heures par nuit. Ses pieds saignaient dans ses chaussures trop serrées. Son dos la faisait souffrir. Mais Léo avait à manger, des vêtements propres, une école privée avec une bourse, un amour infini. Elle n'avait jamais parlé de son père à Léo. Comment expliquer qu'il était né d'une seule nuit, que son père ne les avait pas abandonnés, mais qu'il était mort, qu'Adrien n'avait jamais su qu'il serait père? Élise gardait une photo. Une unique photo. Adrien sur son lit d'hôpital, souriant faiblement mais sincèrement. Elle l'a caché sous son matelas. Léo ne l'avait jamais vu, mais le garçon avait les mêmes yeux que son père, le même sourire en coin, le même front large. Élise voyait Adrien tous les jours sur le visage de son fils. Et ça faisait mal. Ça faisait mal parce que Léo méritait de connaître cet homme bon. Et ça faisait mal parce que c'était impossible. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce moment précis dans le restaurant. Élise voulait quelque chose de simple. Si simple que cela semblait ridicule d'appeler cela un rêve. Elle voulait juste travailler en paix, arriver à l'Orchidée Blanche, faire son service, être payée à la fin du mois et rentrer chez elle. C'était tout. Elle ne demandait pas le luxe, elle ne demandait pas la reconnaissance. Elle voulait juste la stabilité. L'Orchidée Blanche payait 1 400 € par mois, plus les pourboires qui atteignaient 800 € les bons mois. C'était le meilleur salaire de ses 3 emplois, celui qui payait le loyer parisien exorbitant, celui qui achetait les médicaments quand Léo tombait malade, celui qui garantissait qu'il ne souffrirait pas de la faim. Élise savait servir. Elle avait des mains rapides, une mémoire excellente pour les commandes. Elle ne renversait jamais les plateaux, ne confondait jamais les tables. Les clients ne remarquaient même pas sa présence. Elle était invisible de la bonne manière, efficace, discrète, exactement ce dont un restaurant étoilé avait besoin. Elle avait des compétences à revendre. Elle pouvait faire ce travail en dormant, et elle le faisait, parce qu'elle en avait besoin. Mais le désir d'Élise allait au-delà de travailler en paix. Elle voulait donner à Léo la vie qu'elle-même n'avait plus eue après être tombée enceinte. Elle voulait que son fils ait une enfance, des jouets, des amis, une bonne école. Elle voulait que Léo n'ait jamais honte de l'endroit où il vivait ou de ce qu'il portait. Elle voulait le protéger de tout ce qu'elle avait traversé. Chaque soir, Élise regardait Léo dormir et faisait la même promesse. La promesse qu'elle avait faite à sa propre mère avant qu'elle ne meure de chagrin d'avoir chassé sa fille enceinte. Sa mère avait demandé pardon sur son lit de mort. Elle avait supplié Élise de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser la vie briser Léo comme elle l'avait brisé, elle. Élise avait tenu la main froide de sa mère et avait juré. Elle avait juré qu'elle serait forte, que Léo aurait un avenir, que le garçon ne manquerait jamais de rien, surtout pas d'amour. Cette promesse était tout. C'était ce qui faisait lever Élise à 5 heures du matin. C'était ce qui maintenait ses yeux ouverts quand son corps implorait du repos. C'était ce qui l'empêchait de s'effondrer quand les gérants la traitaient comme une moins que rien. Élise se souvenait encore du jour où elle avait découvert sa grossesse, assise dans les toilettes de l'hôpital, le test positif dans sa main tremblante. Adrien était mort. Ses parents allaient en la chasser. Sa carrière serait finie. Et elle avait 22 ans, sentant que sa vie était terminée avant même d'avoir commencé. Elle se souvenait d'avoir appelé chez elle. La voix de son père, froide comme l'acier. « Tu choisis. Soit tu te débarrasses de cet enfant, soit tu ne remets plus jamais les pieds ici. » Élise avait choisi Léo, et avait tout perdu. Le traumatisme de ces jours-là ne s'était jamais dissipé. Se réveiller au milieu de la nuit en nage, se souvenir du visage dégoûté de son père, des larmes de sa mère,
de la solitude absolue d'être enceinte sans avoir nulle part où aller, de dormir dans sa voiture, de manger une fois par jour pour économiser. Mais quand Léo est né, tout a pris un sens. Son premier cri a effacé toute la douleur. Élise a regardé ce petit visage rouge, et elle a su. Elle a su qu'elle ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour garder ce garçon en sécurité et heureux. Voir Léo heureux était la seule chose qui comptait. Quand il souriait, Élise oubliait la fatigue. Quand il la serrait dans ses bras avant de dormir et chuchotait « Je t'aime, maman », elle savait que cela en valait la peine. Chaque humiliation, chaque nuit blanche, chaque douleur dans le dos, tout valait la peine parce que Léo était protégé. Mais garder Léo protégé devenait chaque jour plus difficile. La gérante de l'Orchidée Blanche, Véronique, détestait Élise. Elle n'en a jamais dit la raison. Peut-être parce qu'Élise était belle malgré la fatigue. Peut-être parce qu'elle ne baissait jamais complètement la tête. Peut-être simplement parce qu'elle le pouvait. Véronique inventait des règles, interdisait les pauses, retenait les pourboires pour de fausses raisons, humiliait Élise devant les autres employés. Et elle avait été claire dès le premier jour. Si je découvre que tu as amené un enfant ici, tu es à la porte. L'Orchidée Blanche avait une règle expresse. Pas d'enfant, pas de famille. Les employés étaient des rouages, pas des personnes. Laissez votre vie personnelle à la maison. Élise n'avait pas de crèche. Elle n'avait personne à qui laisser Léo. La voisine qui le gardait demandait cher et n'était pas toujours disponible. Élise n'avait pas de famille, pas d'amis proches. Elle était seule. Et il y avait un autre obstacle, un qui vivait en elle, l'orgueil. Cet orgueil qui l'empêchait de demander de l'aide, d'accepter la charité, d'admettre qu'elle ne s'en sortait pas. Elle avait aussi peur que quelqu'un découvre qui était le père de Léo, peur d'être jugée, qu'on la traite de profiteuse, qu'on pense qu'elle était tombée enceinte exprès d'un patient riche. Le conflit déchirait Élise de l'intérieur. Protéger Léo signifiait être présente. Mais être présente signifiait risquer son emploi. Et sans emploi, il n'y avait aucune protection possible. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Léo. 6 ans. Il n'avait demandé qu'une seule chose. « Maman, emmène-moi voir où tu travailles. Emmène-moi voir le beau restaurant. » Élise avait promis, sans réfléchir, juste pour voir son sourire. La voisine annula 2 heures avant le service. Urgence familiale. Élise appela tous les numéros qu'elle avait. Personne ne répondait. Personne ne pouvait. Si elle manquait le travail, Véronique la licencierait. Sans préavis. Sans seconde chance. Élise le savait. Léo était sur le pas de la porte de la chambre, uniforme de l'école, les yeux brillants. « Maman, c'est l'heure. On va voir le restaurant ?» Élise ferma les yeux. C'était choisir entre briser le cœur de son fils ou risquer tout ce qu'ils avaient. Elle fit le mauvais choix. Élise arriva à l'Orchidée Blanche à 18h, avec Léo lui tenant la main. Le garçon était ébloui, les yeux écarquillés devant le lustre en cristal de Bohême, devant les tables aux nappes blanches immaculées, devant les verres qui brillaient comme des diamants. « Maman, c'est magnifique !» Élise serra sa main, le cœur battant la chamade. « Tu vas rester dans l'office avec moi, d'accord ? Tout calme, sans faire de bruit. » Léo hocha la tête, sérieux, essayant d'être un adulte. Élise le cacha derrière les piles d'assiettes, lui donna du papier et des crayons de couleur. Elle avait acheté un croissant à la boulangerie d'à côté. Léo mangea joyeusement, dessinant, chantonnant doucement. Elle retourna en salle avec son plateau, les mains moites. Chaque son la faisait sursauter. Chaque fois que quelqu'un entrait dans la cuisine, son estomac se nouait. Aujourd'hui était important pour une raison qui dépassait l'anniversaire de Léo. Aujourd'hui c'était samedi, jour de la paie hebdomadaire pour les extras, jour où Véronique distribuait les pourboires. Élise avait besoin de cet argent. Le loyer échéait lundi. Elle avait un mois de retard. Le propriétaire avait menacé de l'expulser. Si elle était licenciée aujourd'hui, il perdrait l'appartement. Il devrait retourner au foyer d'hébergement. Léo dormirait sur des lits superposés avec des inconnus, mangerait de la nourriture donnée, étudierait dans une école publique difficile, loin de là. Tout ce qu'Élise avait construit en 6 ans s'effondrerait en 1 semaine. Mais il y avait plus. Aujourd'hui, Adrien Belmont était au restaurant, le propriétaire de la chaîne. Il n'apparaissait jamais. Il restait dans ses bureaux à la Défense. Mais aujourd'hui, il était là, dînant avec des investisseurs, vérifiant les opérations. Élise ne savait pas qu'il était le propriétaire. Elle ne savait pas qu'Adrien avait survécu au cancer. Elle ne savait pas qu'il avait bâti un empire après avoir failli mourir. Pour elle,
Adrien était mort depuis 6 ans, enterré avec les rêves qu'elle avait eus cette nuit-là. Elle l'aperçut du coin de l'œil en servant la table d'à côté. Son cœur s'arrêta, ses jambes flanchèrent, le plateau faillit tomber. Ce n'était pas possible. Mais c'était lui, le même visage, plus âgé, plus fort, vivant. Élise courut aux toilettes, vomit, se lava le visage, se regarda dans le miroir. Ce devait être une coïncidence, ce devait être quelqu'un d'autre. Adrien était mort, la clinique suisse avait confirmé, mais c'était lui. Léo existait à cause de cet homme qui était assis à 20 mètres de là, cet homme qui n'avait aucune idée qu'il avait un fils en train de dessiner dans l'office de son propre restaurant. Élise voulait courir, prendre Léo et disparaître, mais elle ne pouvait pas. Elle avait besoin de l'argent, elle avait besoin de finir son service, et Adrien ne la reconnaîtrait de toute façon pas. 6 ans avaient tout changé. Elle n'était qu'une serveuse invisible de plus. Le service était à son apogée. 50 tables occupées, cuisine chaotique, commandes en retard, Véronique hurlant des ordres. Élise courait entre la salle et l'office, vérifiait Léo toutes les 10 minutes. Il allait bien, calme, obéissant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Élise retourna à l'office et Léo n'y était pas. Le papier tombait par terre, les crayons éparpillés, la porte de service entr'ouverte. La panique explosa dans sa poitrine. Léo? Personne n'entendit. La cuisine était trop bruyante. Élise lâcha le plateau, courut dans les couloirs. Toilette, vide. Réserve, vide. Entrée du personnel, rien. Il était allé en salle, c'était obligé. Élise entra dans la salle par la porte battante de la cuisine. Ses yeux balayèrent la pièce. Les tables, les chaises, les clients. Où était son fils? Et alors elle vit Véronique tenant Léo par le bras, le traînant, le garçon pleurant. À qui est cet enfant? La voix de Véronique coupa toutes les conversations. Les tables s'arrêtèrent de manger. Les regards convergèrent. Élise se figea. Pas possible. Pas ici. Pas devant Adrien. Pas devant tout le monde. Mais Léo la vit. Maman. Silence absolu. Tous regardèrent Élise. Puis Léo. Puis Véronique. La gérante sourit. Ce sourire de vipère qu'Élise connaissait si bien. Élise, tu as amené ton fils à l'orchidée blanche? Il n'y avait aucun moyen de nier. Aucun moyen de fuir. Élise fit un pas en avant. Ses jambes étaient en coton. Je peux expliquer. C'était une urgence. Je n'avais personne à qui le laisser et... Sortez cet enfant d'ici immédiatement. Léo commença à pleurer plus fort. Les clients chuchotaient. Une femme secoua la tête avec dégoût. Un homme fit claquer sa langue en signe de désapprobation. Élise traversa la salle. Chaque pas était une torture. Chaque regard était un couteau. Elle arriva près de Véronique. Tendit la main vers Léo. « S'il vous plaît, juste 10 minutes de plus. Je termine mon service et... Tu as amené ton fils à l'orchidée blanche? Es-tu devenue complètement folle ?» La voix résonna. Léo pleura davantage. Élise le tira contre elle. L'enlaça. Sentit le petit corps trembler. « Maman, je voulais juste voir où tu travailles. » Les mots brisèrent le cœur d'Élise. Elle avait fait ça. Elle avait mis son fils dans cette situation. Elle l'avait exposé à cette humiliation. Pourquoi? Pour une promesse stupide? Pour de l'argent? Véronique fit signe à la sécurité. L'homme s'avança. Grand, intimidant. Faites sortir ces gens d'ici. Maintenant. Élise tenait Léo par la main. Mais le garçon trébucha. Tomba. Son genou cogna contre le marbre. Il cria de douleur. Se releva en pleurant. Du sang coulait. Et alors Léo vit quelque chose. Quelqu'un. Ses yeux s'écarquillèrent. Il arrêta de pleurer. Resta fixé sur une table. Sur un homme. Élise suivit son regard. Et vit Adrien regarder en retour. Regarder Léo avec une expression étrange. Confuse. Avant qu'Élise ne puisse faire quoi que ce soit, Léo lâcha sa main. Et courut. Léo, non. Le cri d'Élise déchira l'air. Mais c'était trop tard. Le garçon traversa la salle comme une flèche. Passa entre les tables. Les clients s'écartèrent. Une dame tira son sac à main vers elle. Un homme leva son verre pour le protéger. Léo ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que l'homme. Cet homme qui semblait si familier, qui avait les mêmes yeux qu'il voyait dans le miroir, le même front, le même sourire que sa mère décrivait quand elle racontait des histoires de princes et de héros. Il arriva à la table d'Adrien et enlaça ses jambes. « Papa, je savais que tu reviendrais. » Le restaurant entier se figea. Adrien s'arrêta, sa fourchette en l'air. Les investisseurs japonais regardaient, confus. Élise était paralysée à 5 mètres de là, la bouche ouverte, le visage livide. Véronique fut la première à bouger.
Elle traversa la salle en 4 enjambées, agrippa Léo par le bras, tira avec force. « C'est quoi cette absurdité? Éloigne-toi de la table de Monsieur Belmont tout de suite !» Léo cria de douleur. Élise sortit de sa transe, courut. « Ne lui faites pas mal, s'il vous plaît !» Elle arriva près d'eux et essaya de prendre son fils. Véronique la poussa. Élise trébucha, cogna le dossier d'une chaise. Une cliente hurla. « Sécurité! Appelez la police! Cette femme est agressive !» Élise ne l'était pas. Elle était désespérée. Elle essayait de protéger son fils qui pleurait dans les bras de la gérante. Mais personne ne voyait ça. Il ne voyait qu'une serveuse pauvre, causant un scandale. L'agent de sécurité arriva. 2 mètres de haut, 100 kilos de muscles. Il saisit Élise par les 2 bras. « On va régler ça dehors. »« Non, mon fils, lâchez mon fils !» Élise se débattait. Léo pleurait. Véronique tenait le garçon à distance comme s'il était un déchet toxique. Quelqu'un connaît cet enfant? Quelqu'un ici est le responsable? Silence. Les clients regardaient, horrifiés. Certains filmaient déjà avec leur portable. Une femme murmura quelque chose sur la misère sociale et le manque d'éducation. Élise arrêta de se débattre, regarda Véronique. « C'est mon fils. S'il vous plaît, laissez-moi l'emmener. On s'en va. On part juste. » Véronique sourit. Ce sourire cruel qu'Élise connaissait. Le sourire de celle qui avait enfin le pouvoir absolu. « Ton fils? Tu as amené ton fils alors qu'il est blanche? Tu as enfreint les règles les plus élémentaires de cet établissement ?» Élise sentait les larmes brûler ses yeux. Elle ne voulait pas pleurer. Pas devant tout le monde. Mais Léo sanglotait et elle ne pouvait pas le tenir. C'était une urgence. Je n'avais pas le choix. Je suis désolé. Je pars maintenant et je ne reviendrai jamais. Laissez-moi juste le prendre. Tu ne vas pas partir comme ça. Tu vas être escorté et tu devras payer pour les dommages. Les dommages? Quels dommages? Véronique pointa du doigt la coupe brisée qui était tombée quand Léo avait couru. Pointa une serviette par terre. Une fourchette déplacée. Cela coûte plus que ton salaire de 3 mois. Tu vas tout rembourser. Élise sentit le monde s'écrouler. Cette coupe était en cristal de baccarat. Elle valait 500 €. Elle n'avait pas 500 €. Elle avait à peine 50 € sur elle. Je n'ai pas de quoi payer maintenant. Mais je paierai. Vous pouvez déduire de mon salaire. Petit à petit. Véronique rit. Elle rit vraiment. Fort. Et d'autres commencèrent à rire avec elle. Des employés qui la jalousaient. Des clients qui se sentaient supérieurs. Ton salaire? Tu penses que tu as encore un emploi ici? Les mots furent un coup de poing dans l'estomac. Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. Mon fils en a besoin. On n'a plus personne. Tu aurais dû y penser avant d'amener cet enfant ici. Léo entendit tout. Il vit sa mère implorer, vit les adultes rire, et il comprit. Il comprit qu'il avait fait quelque chose de très mal, qu'il avait tout détruit. Maman, pardon, je voulais pas, pardon. Sa petite voix fluette brisa Élise. Elle arrêta de lutter contre la sécurité, arrêta d'essayer de se dégager. Elle regarda juste son fils. Ce n'est pas ta faute, mon amour, ce n'est pas ta faute. Mais Léo savait que si, il avait insisté. Il avait supplié pour voir le restaurant. Il avait lâché sa main et couru. Et maintenant sa mère allait perdre son travail. Et ils allaient perdre la maison. Tout ça à cause de lui. Les clients continuaient à te regarder. Certains hochaient à la tête. Une dame en robe haute couture chuchota à son mari assez fort pour qu'Élise l'entende. « C'est la différence entre nous et eux. Nous connaissons notre place. » Une autre cliente approuva. « Les gens comme ça ne devraient pas avoir d'enfants. Comment élever un enfant si on n'a même pas où le laisser ?» Élise se mordit la lèvre jusqu'au sang. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque regard était un coup de fouet. Elle voulait hurler. Elle voulait dire qu'elle travaillait 3 emplois. Que Léo avait tout ce dont il avait besoin. Qu'elle était une bonne mère. Mais ça ne servirait à rien. Ces gens avaient déjà décidé. Pour eux, elle était un déchet. Et Léo aussi. Véronique tendit Léo à un autre employé. Un serveur qui tint le garçon par les épaules. Léo essaya de courir vers sa mère. Il ne réussit pas. La gérante s'approcha d'Élise. Si près qu'elle sentit son parfum onéreux. Si près qu'elle vit la lueur de plaisir dans ses yeux. « Tu sais quel est ton problème, Élise? Tu n'as jamais su quelle était ta place. Tu t'es toujours cru meilleure que les autres. Toujours avec cet air digne. Mais regarde-toi maintenant. Pathétique. Implorante. Montrant enfin ce que tu es vraiment. » Élise ne répondit pas. Elle regarda juste Véronique dans les yeux. Et elle vit de la haine. De la haine pure. Véronique ne faisait pas cela pour les règles ou par professionnalisme.
Elle le faisait parce qu'elle voulait détruire Élise. Elle voulait la voir brisée. Sécurité, sortez-la d'ici. Et si elle revient, appelez la police. L'homme commença à traîner Élise. Elle ne résista plus. Elle était vaincue, humiliée, finie. Léo criait « Maman, maman, non !» Élise regarda en arrière, vit son fils pleurer, vit le désespoir dans ses yeux. Et elle voulut mourir. Elle préférait mourir que de voir ça. Ce fut alors que Léo se dégagea. Il courut de nouveau. Mais cette fois, pas vers sa mère. Il courut vers l'homme à la table, vers cet homme qui était resté silencieux tout ce temps, observant, calculant. Léo enlaça les jambes d'Adrien une autre fois, et cria entre deux sanglots. « C'est toi, mon papa! Je sais que c'est toi! S'il te plaît, aide ma maman! S'il te plaît! » Adrien regarda le garçon accroché à ses jambes. Il ne bougea pas, ne parla pas. Il regarda simplement, et Élise vit quelque chose passer dans ses yeux. De la reconnaissance, de la confusion, elle ne savait pas. Véronique arracha Léo d'Adrien avec une telle force que le garçon cria « Monsieur Belmont, je vous présente 1000 excuses pour cette situation embarrassante. Cet employé sera sévèrement puni, je vous le garantis. » Adrien n'avait pas encore parlé. Il regardait Élise. Il la regardait vraiment, comme s'il essayait de se souvenir, comme si quelque chose en lui chuchotait une vérité qu'il ne voulait pas croire. Mais il ne dit rien. Il fit juste un signe de tête à Véronique, une permission silencieuse de continuer. Élise sentit le dernier espoir mourir. Pendant une seconde idiote, elle avait pensé qu'il se souviendrait, qu'il la reconnaîtrait, qu'il arrêterait ça. Mais pour lui, elle était invisible. Elle l'avait toujours été. Véronique sourit, victorieuse. Elle se tourna vers Élise avec des yeux brillants de cruauté. « Tu as entendu? Même le propriétaire veut que tu partes. Maintenant sors avant que je n'appelle vraiment la police. » Élise ne parvenait plus à rester debout. Ses genoux cédèrent. Elle tomba, la même, au milieu du restaurant, à genoux, comme une mendiante, comme un rien. Léo essaya d'aller vers elle. Le serveur le retint. « Maman, lâche-moi, je veux ma maman !» Personne ne lâcha. Personne n'aida. 50 personnes regardaient une femme s'effondrer et personne ne fit rien. Un client corpulent en costume gris regarda sa femme. « C'est pour ça que je n'aime pas embaucher des gens comme ça. Ils amènent toujours des problèmes. » L'épouse acquiesça. Sans structure familiale, sans éducation. Pauvre enfant qui va grandir avec cette femme. Un autre client, plus jeune, filmait tout avec son téléphone. Ça va faire le buzz. Une serveuse folle envahit un restaurant avec son fils. Des rires, des chuchotements, des jugements. Élise entendait tout. Chaque mot perçait plus profondément. Elle n'était plus humaine pour eux. Elle était un divertissement. Elle était un scandale. Elle était un déchet. Un serveur qui travaillait avec Élise depuis 2 ans détourna le visage. Il ne voulut pas regarder, ne voulut pas s'impliquer. D'autres firent de même. Des gens qu'elle avait aidés, dont elle avait couvert les services, à qui elle avait prêté de l'argent. Personne n'était de son côté. Véronique se baissa, se mit à la hauteur d'Élise, chuchota doucement pour qu'elle seule entende. « Tu sais ce que je préfère dans tout ça? C'est de te voir enfin là où est ta place. Par terre, à genoux, en train de supplier. » Élise leva les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. Elle ne pouvait plus les retenir. « Pourquoi vous me détestez autant ?» Véronique sourit. « Parce que tu te crois spécial. Parce que tu n'as jamais baissé la tête complètement. Parce que tu as trop d'orgueil pour quelqu'un qui n'est rien. » Les mots étaient du poison. Mais la vérité derrière eux était pire. Véronique avait raison. Élise avait de l'orgueil. L'orgueil d'avoir survécu, d'avoir élevé Léo seul, de n'avoir jamais abandonné. Et cet orgueil dérangeait les gens comme Véronique. Les gens qui avaient un besoin que les pauvres se sentent inférieurs pour qu'elles se sentent supérieures. La sécurité tira Élise par les bras, la leva de force. Élise regarda Léo une dernière fois. Le garçon avait arrêté de pleurer. Il la regardait avec une expression qui brisa Élise en 1000 morceaux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. Léo avait honte de sa mère, et ça fit plus mal que tout, plus que de perdre son emploi, plus que l'humiliation publique. Voir son fils avoir honte d'elle était la pire douleur qu'Élise ait jamais ressentie. Véronique n'avait pas fini. Elle se tourna vers les clients. Voix haute, claire, pour que tous entendent. « Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour ce désagrément. L'Orchidée Blanche a des standards qui ont clairement été violés aujourd'hui. Cette personne ne représente pas nos valeurs. Elle ne les a jamais représentées. » Des applaudissements. Certaines personnes applaudirent vraiment, frappèrent dans leurs mains pendant qu'Élise était traînée,
comme si c'était un spectacle, comme si c'était justice. Élise vit Adrien parmi ceux qui applaudissaient, et quelque chose en elle mourut définitivement. Elle avait aimé cet homme. Cette nuit-là, il y a 6 ans, elle avait vraiment aimé. Elle avait vu de la bonté, du courage, de l'humanité. Et elle lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait jamais donné à personne. Elle lui avait donné l'espoir que des gens bons existaient. Mais les gens bons n'applaudissent pas l'humiliation. Les gens bons ne restent pas silencieux pendant qu'une mère et son fils sont détruits. Adrien n'était pas bon. Il ne l'avait jamais été. Élise avait inventé un héros là où il n'y avait qu'un homme ordinaire, un homme riche, un homme qui ne se souciait pas des gens en dessous de lui. L'agent de sécurité la tira vers la porte. Léo criait derrière. Les employés retournaient au travail. Les clients recommençaient à manger, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas brisé 2 vies. Véronique tint Léo par les épaules, serra fort. Le garçon essaya de se dégager. « Tais-toi. Ta mère se fait expulser par ta faute. Tu comprends ? Elle a tout perdu par ta faute. » Léo arrêta de lutter. Les mots entrèrent comme des lames de rasoir. Il regarda sa mère être emmenée. Puis il regarda vers le bas, vers ses propres pieds, et Élise vit son fils se briser. C'était le moment, le paroxysme, le point le plus bas qui existait. Élise se faisait expulser. Léo était détruit émotionnellement, et 50 personnes riches regardaient, satisfaites. Avez-vous déjà vécu une situation aussi injuste ? Laissez en commentaire de quelle ville vous venez. Je lis tout et je réponds. Élise arriva à la porte. Elle allait la franchir. Elle allait sortir. Elle allait perdre son fils et sa vie d'un seul coup. Mais alors une voix coupa le silence. « Lâchez-la !» Tous se retournèrent. Adrien s'était levé, et il regardait Élise d'une façon différente, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar, comme s'il s'était enfin souvenu de quelque chose de très important. L'agent de sécurité s'arrêta. Élise s'arrêta. Tout le monde s'arrêta. Adrien avait parlé, et quand Adrien parlait, le monde s'arrêtait. Il était le propriétaire, l'empereur de ce lieu. Sa parole était loi. Véronique blêmit, se tourna lentement, essaya de sourire mais ne put terminer le mouvement. « Monsieur Belmont ?» J'ai dit de la lâcher. La voix était calme, froide, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui rendait l'air lourd. L'agent lâcha les bras d'Élise. Elle trébucha, faillit tomber à nouveau, réussit à trouver son équilibre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ne comprenait pas pourquoi il était intervenu. Adrien fit 3 pas vers elle, s'arrêta à 2 mètres, regarda vraiment. Et Élise vit quand cela arriva. Elle vit le moment exact où il la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, sa respiration changea. Il venait de se souvenir. Hôpital Saint-Louis, l'infirmière Élise, les nuits à discuter, les mains entrelacées, une nuit qui avait tout changé. Mais il ne dit rien encore. Il continuait juste de regarder, de traiter l'information, de calculer. Puis il regarda Léo. Le garçon avait arrêté de pleurer. Il observait, espérant, priant pour que cet homme soit vraiment son père, pour que cet homme sauve sa mère. Adrien fit 2 pas vers Léo. Véronique recula. Le serveur lâcha le garçon. Adrien s'accroupit, se mit à sa hauteur. « Comment tu t'appelles ?»« Léo. »« Léo. Quel âge as-tu ?»« 6 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui. » Adrien ferma les yeux, fit les calculs. Élise vit ses lèvres bouger dans un calcul silencieux. 6 ans. 9 mois avant, 7 ans en arrière. Hôpital, traitement. Élise. C'est quand ton anniversaire exactement ? Le 6 janvier. Adrien devint blanc. Le 6 janvier. Il était sorti de l'hôpital en mars. Élise avait découvert sa grossesse en avril. Les comptes étaient bons, tout correspondait. Il regarda Léo de nouveau, vraiment regardé. Et il vit ses propres yeux, son propre front, la même forme de visage. Comment n'avait-il pas vu avant ? Comment avait-il eu besoin de 6 ans pour voir ? Qui t'a dit que j'étais ton père ? Personne. Je le sais juste. Je t'ai regardé et j'ai su. La réponse fut un coup de poignard dans la poitrine d'Adrien. L'enfant savait. D'une certaine manière, ce petit garçon avait reconnu son propre père. Instinct. Le sang appelant le sang. Adrien se releva, se tourna vers Élise, marcha vers elle, s'arrêta si près qu'elle sentit sa chaleur. « Élise ?» La voix sortit basse, incertaine, comme s'il avait peur de la réponse. Élise ne put répondre. Elle put seulement hocher la tête. Oui, c'était elle, l'infirmière qui avait pris soin de lui, la femme qui avait dormi avec lui en pensant que ce serait sa dernière nuit.
La femme qui avait élevé son fils seule pendant 6 ans. Tu es vivante. Toi aussi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Adrien cligna des yeux, confus. Quoi? On m'a dit que tu étais mort. La clinique à Genève. J'ai appelé. Ils ont dit que le patient Adrien Belmont était décédé. La confusion dans ses yeux augmenta, puis changea, devint compréhension, devint horreur. Ils se sont trompés. Ils ont confondu les patients. J'ai survécu. Le traitement expérimental a fonctionné. Je suis resté en Suisse 6 mois. Quand je suis revenu, j'ai essayé de te chercher. Tu avais quitté l'hôpital. Personne ne savait pour où. Élise sentit le sol se dérober. Il avait essayé de la chercher. Il n'avait pas disparu exprès. Il ne savait pas. J'ai découvert ma grossesse après ta disparition. Je pensais que tu étais mort. Je n'avais aucun moyen de te le dire. Adrien regarda d'Élise à Léo, puis retour vers Élise. Il intégrait l'information. 6 ans. Il avait un fils de 6 ans. Un fils qu'il n'avait jamais connu. Un fils qui se faisait humilier dans son propre restaurant. Les investisseurs japonais étaient confus, discutaient bas entre eux, essayant de comprendre ce qui se passait. Véronique était gelée, visage blanc, réalisant lentement l'ampleur de l'erreur qu'elle avait commise. Les clients chuchotaient, les portables sortirent de nouveau. Mais maintenant, ce n'était pas pour filmer un scandale. C'était pour enregistrer le retournement de situation. Tout le monde le sentait. Quelque chose de grand était en train de se passer. Quelque chose qui changerait tout. Adrien se tourna vers Véronique. La gérante fit un pas en arrière. Instinctif. Il était différent. Son expression avait changé. Ce n'était plus le propriétaire calme et distant. C'était un homme découvrant qu'il avait un fils. Et que ce fils avait été humilié. Tu allais l'expulser? Véronique essaya de parler. Sa voix sortit aiguë, brisée. Monsieur Belmont, je suivais le protocole. Les règles du restaurant. Les règles? Tu allais expulser la mère de mon fils pour suivre des règles? Silence absolu. Personne ne respirait. Les mots résonnèrent dans la salle. La mère de mon fils. Adrien venait d'assumer. Devant tout le monde. Léo était son fils. Véronique commença à trembler. Des larmes apparurent dans ses yeux. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de panique pure. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Elle n'a jamais rien dit. Elle n'avait rien à dire. Elle est employée ici. Elle a un fils. Elle avait besoin de travailler. Et toi, tu allais la détruire pour ça. Adrien se tourna vers les clients, balayant chaque visage, chaque personne qui avait ri, chaque personne qui avait jugé, chaque personne qui avait applaudi. Vous aussi, vous tous, vous avez regardé une femme se faire humilier et vous n'avez rien fait. Pire, vous avez applaudi. La dame aux perles tenta de se justifier. Nous ne savions pas qu'elle était, que le garçon était. Cela changerait-il quelque chose? S'il n'était pas mon fils, serait-ce acceptable? Si elle était juste une serveuse pauvre, serait-ce juste? Personne ne répondit, parce que la réponse était oui. Si Léo n'était pas le fils du patron, tout irait bien. Élise aurait été expulsée, oubliée, et tous auraient recommencé à manger comme si de rien n'était. Adrien prit Léo dans ses bras, le garçon s'accrocha à lui, enfouit son visage dans le cou du père qu'il venait de rencontrer, et pleura. Mais ce n'étaient pas des pleurs de douleur, c'étaient des pleurs de soulagement. Élise observait tout sans réussir à assimiler. Était-ce réel? Adrien était-il vraiment là? Tenait-il vraiment Léo? Les défendait-il vraiment? Adrien tendit sa main libre vers Élise. Elle regarda la main, puis son visage, et vit des larmes. Adrien pleurait en tenant son fils pour la première fois. Élise prit sa main, et Adrien la tira, l'enlaça elle et Léo ensemble. Première fois que les trois étaient réunis. Première fois qu'ils étaient une famille. Le restaurant entier regardait. Mais Élise ne voyait plus personne. Elle sentait seulement le bras d'Adrien autour d'elle, le corps chaud de Léo entre eux, l'odeur de père et fils mélangée. Adrien chuchota à son oreille. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, de ne pas avoir su, pour tout. » Élise ne put répondre. Elle put seulement pleurer. Adrien s'écarta de l'étreinte, garna Léo dans ses bras, regarda Élise dans les yeux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché après, quand tu as découvert que j'étais vivant ?» Élise essuya ses larmes du revers de la main. « Je ne savais pas que tu étais vivant. Je l'ai découvert seulement maintenant. Quand je t'ai vu ici, je pensais voir un fantôme. Mais tu connaissais mon nom complet. Tu aurais pu chercher. » Sa voix n'était pas une accusation. C'était de la douleur d'avoir perdu 6 ans.
Élise prit une profonde inspiration. C'était l'heure de la vérité. Toute la vérité. J'avais peur. Peur que tu penses que j'étais tombée enceinte exprès, que j'étais une profiteuse. Tu étais malade, vulnérable. Et j'étais l'infirmière. Les gens allaient juger. Ils allaient dire que j'avais profité de toi. Adrien secoua la tête. Je ne penserais jamais ça. Mais d'autres le penseraient. Ta famille, tes amis. Je ne voulais pas que Léo grandisse en étant vu comme ça. Comme le fils de l'intéressé qui est tombé enceinte du riche malade. Les mots sortirent amers. Mais c'était la vérité. Élise avait pensé à tout cela. Avait passé des nuits éveillées à imaginer des scénarios. Tous finissaient avec elle étant jugée, humiliée, détruite. Adrien regarda Léo. Le garçon avait arrêté de pleurer. Il écoutait tout, essayait de comprendre. Alors tu as préféré l'élever seul, traverser tout ça seul? J'ai préféré qu'il ait de la dignité, même si cela devait tout me coûter. La réponse fut un coup au cœur pour Adrien. Il comprit le sacrifice, comprit la force, comprit pourquoi cette femme avait survécu à 6 ans d'enfer sans se briser. Il se tourna vers Véronique. La gérante essayait de disparaître, reculant doucement vers la cuisine. Adrien fit 3 pas et se planta devant elle, bloqua la fuite. Tu l'as traité de quoi déjà? Irresponsable? Mauvaise mère? Véronique ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Aucun son ne sortit. Réponds. Je ne voulais pas dire. C'était sous le coup de l'émotion. Tu as dit qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant. Tu l'as dit devant 50 personnes. Tu l'as dit devant son fils. Véronique commença à pleurer. Son maquillage coulait. Ses mains tremblaient. Monsieur Belmont, s'il vous plaît. Je faisais mon travail. Les règles. La voix d'Adrien monta. Quelles règles disent d'humilier une mère devant son fils? Quelles règles disent de juger la vie de quelqu'un que tu ne connais pas? Silence. Véronique n'avait pas de réponse, parce qu'il n'existait pas de réponse. Elle avait fait cela par plaisir, par pouvoir, par cruauté pure. Adrien se tourna vers les employés. 6 serveurs, 2 agents de sécurité, 3 commis, tous tête baissée, tous évitant de regarder. Combien d'entre vous ont vu ce qui se passait? Personne ne répondit. Combien? Un serveur leva la main, puis un autre, puis 3 de plus. Tous avaient une vue, tous s'étaient tus. Pourquoi personne ne l'a défendu? Le serveur le plus âgé osa répondre. Monsieur, nous ne pouvons pas. Si nous contrarions la gérante, nous perdons notre emploi. Alors vous avez choisi votre emploi au lieu de faire ce qui est juste? Silence de nouveau. Parce que oui, tous avaient en choisi. C'était facile de juger. Mais Élise comprenait. Elle aurait fait la même chose. Quand on est désespéré, la survie passe d'abord. La morale vient ensuite. Adrien se tourna vers les clients. Surtout vers ceux qui avaient applaudi, vers ceux qui avaient ri, vers ceux qui avaient filmé. Et vous? Quelle est votre excuse à vous? Un homme en costume coûteux tenta de se justifier. Nous pensions que c'était le protocole, que c'était la procédure standard. Le protocole? Arracher un enfant à sa mère est un protocole? L'homme ne répondit pas. Son épouse le tira pour qu'il s'assoie. Il voulait disparaître. Tous voulèrent disparaître. La dame aux perles, qui avait été la première à juger, se leva, prit son sac, essaya de sortir. Adrien bloqua le passage. « Où allez-vous, madame? Je n'ai pas besoin d'écouter ça, je suis cliente. Je paie cher pour dîner ici. Vous payez pour manger, pas pour humilier le personnel. » La femme devint écarlate. L'indignation explosa. « Comment osez-vous me parler ainsi? Je connais des gens importants. Je peux détruire la réputation de cet endroit. » Adrien sourit. Mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire dangereux. « Faites-le. Je vous en prie, racontez à tout le monde que vous avez été expulsé d'un restaurant pour avoir été cruel. J'adorerais voir votre réputation après ça. » La femme trembla, réalisa qu'elle avait perdu. Elle n'avait pas de pouvoir ici. Elle n'avait rien. Elle se rassit, vaincue. Adrien se tourna vers les investisseurs japonais. Ils avaient tout observé en silence, conférant à voix basse entre eux. Expression sérieuse. L'un d'eux se leva, fit une légère courbette. « Monsieur Belmont, nous avons tout vu. Nous avons vu comment vos employés traitent les gens. Nous avons vu comment vos clients agissent. Et nous avons vu votre réaction. » Adrien se tendit. Ce contrat valait des millions. Si les Japonais partaient, ce serait un désastre financier. L'investisseur continua. « Au Japon, nous valorisons la famille par-dessus tout. Nous valorisons l'honneur. Nous valorisons ceux qui protègent les faibles. » Il fit une autre courbette. «
cette fois plus profonde. Vous venez de montrer plus d'honneur en 5 minutes que ce que nous avons vu en des mois de négociations. Le marché est conclu. Nous allons investir. Adrien cligna des yeux, surpris. Les autres investisseurs acquiescèrent. D'accord, mais à une condition. Renvoyez cette gérante. Maintenant, devant tous. Montrez que vos actions ont des conséquences. Tous regardèrent Véronique. La femme était livide. La sueur coulait. Elle savait ce qui venait. Adrien se tourna vers elle. Léo toujours dans ses bras. Élise à ses côtés. Famille unie pour la première fois. Véronique, tu es renvoyée. Pas seulement de ce restaurant, de toute la chaîne. Je vais m'assurer que chaque établissement de Paris sache ce que tu as fait. Tu ne travailleras plus jamais dans un restaurant décent. Véronique tomba à genoux, littéralement, les mains jointes, implorant. Non, s'il vous plaît, j'ai des factures, j'ai besoin de ce travail. Adrien s'accroupit, se mit à sa hauteur, comme elle l'avait fait avec Élise quelques minutes plus tôt. Tu aurais dû y penser avant d'humilier celle qui avait aussi des factures, celle qui avait aussi besoin d'un travail, celle qui était aussi humaine. Il se releva, se tourna vers la sécurité. Escortez-la dehors, et si elle revient, appelez la police. Le même agent qui avait traîné Élise traînait maintenant Véronique. La même porte, le même chemin. Mais tout avait changé. Le pouvoir avait changé de main. La justice avait été rendue. Élise observait tout sans pouvoir y croire. 20 minutes plus tôt, elle était détruite. Maintenant, elle était défendue, protégée, valorisée. Adrien la regarda, prit sa main. Léo entre les deux. Vous ne passerez plus jamais par ça. Plus jamais, je le promets. Et Élise le crut. Pour la première fois en 6 ans, elle crut que tout allait bien se passer. Véronique fut traînée dehors. La porte claqua. Le restaurant tomba dans un silence sépulcral. 50 personnes digérant ce qui venait de se passer. Le patron avait viré la gérante, avait reconnu un fils, avait tout changé en 15 minutes. Adrien posa Léo par terre, se baissa, se mit à genoux devant son fils, à la même hauteur, les yeux dans les yeux. Léo, je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, j'aurais été là dès le premier jour. Tu me crois? Léo regarda sa mère. Élise fit oui de la tête. Oui, tu peux le croire. Léo regarda de nouveau Adrien. Tu vas repartir encore? La question brisa le cœur d'Adrien. Il tira le garçon dans une étreinte, serré, désespéré. Jamais, je ne repartirai jamais, je le promets. Léo l'étreignit en retour. 6 ans d'attente, 6 ans à voir d'autres enfants avec des papas, 6 ans à se demander pourquoi il était différent. Et maintenant il avait un père, il avait quelqu'un qui choisissait de rester. Adrien se releva, tint la main de Léo, se tourna vers le restaurant entier. Vous devez vous demander qui je suis. Certains savent, d'autres non. Alors je vais être clair pour tout le monde. Il marcha jusqu'au centre de la salle. Léo d'un côté, Élise de l'autre. Une famille. Je m'appelle Adrien Belmont. Je suis propriétaire de cette chaîne de restaurants. 15 établissements dans 3 pays. Un chiffre d'affaires de 20 millions par an. Mais il y a 6 ans, je n'étais rien de tout ça. Les clients se penchèrent, voulant entendre. L'histoire ne faisait que commencer. Il y a 6 ans, j'étais mourant. Cancer en phase terminale. Les médecins me donnaient qu'aux 3 mois. J'avais abandonné. Je ne voulais plus de traitement. Je ne voulais plus me battre. Je voulais juste en finir vite. Adrien regarda Élise. Elle pleurait, se souvenant de ses jours. Mais une infirmière ne m'a pas laissé abandonner. Elle venait dans ma chambre tous les jours, discutait avec moi, me faisait rire, me donnait envie de vivre un jour de plus. Juste un de plus. Élise couvrit sa bouche de sa main, sanglotant. Cette infirmière s'appelle Élise, et elle est ici, la femme que vous avez vue être humiliée, la femme que vous avez jugée. Cette femme m'a sauvé, littéralement sauvé. Les clients ne savaient pas où regarder. La honte commençait à apparaître sur certains visages. Je suis tombé amoureux d'elle, dans cet hôpital, entre les chimiothérapies et les nuits de douleur. Elle était la lumière, elle était l'espoir, elle était tout ce dont j'avais besoin pour continuer à me battre. Adrien essuya ses propres larmes. Il n'avait pas honte de pleurer. Nous avons passé une nuit ensemble. Une seule nuit. Je pensais que ce serait la dernière. Mais le traitement expérimental a marché. J'ai été transféré en urgence en Suisse. Je n'ai pas pu dire au revoir. Et quand j'ai essayé de la chercher après, elle avait disparu. Élise fit un pas en avant, voix sortant tremblante. J'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai appelé la clinique. Ils ont dit que tu étais mort. J'ai pleuré pendant des jours. Parce que mon fils ne connaîtrait jamais son père,
parce que l'homme que j'avais aimé était parti. Les mots résonnèrent. Aimer. Elle avait dit aimer. Et Adrien réalisa qu'il avait aussi aimé. Cette nuit-là, ses jours à l'hôpital, il avait aimé et perdu, ou pensé qu'il avait perdu. Élise a élevé notre fils seule. Elle a été chassée de chez elle, a perdu son emploi, a tout perdu, mais n'a pas abandonné. Elle travaille 3 emplois, dort 4 heures par nuit, saigne dans ses chaussures, tout pour donner à Léo ce qu'il mérite. Adrien se tourna vers les clients qui avaient jugé Élise. Et vous l'avez traitée de mauvaise mère. Vous avez ri d'elle. Vous avez applaudi quand elle a été expulsée. Silence lourd. Personne n'osait défendre. Personne ne pouvait. Une femme se leva. La même qui avait commenté sur les gens comme ça. Elle pleurait. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai jugé sans connaître. J'ai été horrible. D'autres personnes commencèrent à hocher la tête. D'accord. Demandant des excuses muettes. Adrien ne répondit pas. Se tourna vers Élise. Prit ses 2 mains. Tu m'as donné la plus grande bénédiction de ma vie. Tu m'as donné un fils. Et tu as fait ça seul. Avec dignité. Avec amour. Avec un sacrifice que je ne pourrai jamais rétribuer complètement. Élise secoua la tête. Je ne veux pas de rétribution. Je voulais juste que Léo ait un père. Et maintenant il en a un pour toujours. Adrien lâcha une de ses mains. Fourra l'autre dans sa poche. Sortit quelque chose. Une clé de voiture. Ceci est à ma voiture. Dehors. C'est à toi maintenant. Élise regarda, confuse. Quoi? Non. Je ne peux pas accepter. Tu peux. Et tu vas le faire. Tu ne peux plus faire 2 heures de bus pour aller travailler. Léo ne peut plus se lever à 5 heures du matin pour venir avec toi. Élise commença à refuser. Adrien mit la clé dans sa main. Referma ses doigts autour. Ce n'est pas de la charité. C'est le minimum que je dois. Le minimum. Il sortit un autre papier de sa poche. Un chèque. Le lui tendit. Élise regarda. Devint blême. C'était 50 000 euros. Adrien, non, c'est trop, je ne peux pas. Tu peux. Et tu vas le faire. C'est pour que tu arrêtes de travailler 3 emplois. Pour que tu aies du temps avec notre fils. Pour que vous ayez une vie décente. Élise tremblait. Regardant le chèque. C'était plus d'argent qu'elle n'avait vu dans sa vie. C'était des années de travail. C'était la liberté. Mais c'était aussi tout ce contre quoi elle s'était battue. Elle ne voulait pas être sauvée par un homme riche, ne voulait pas être vue comme une profiteuse. L'orgueil criait « Refuse, rends-le, n'accepte pas ». Mais alors elle regarda Léo, son fils qui méritait mieux, qui méritait d'avoir une mère reposée, qui méritait d'avoir des jouets, qui méritait d'avoir papa et maman ensemble. Élise prit le chèque, le plia, le mit dans sa poche. Merci. Les larmes tombèrent, mais c'étaient des larmes différentes, pas de douleur, de soulagement, d'espoir, d'avenir. Adrien la tira de nouveau, l'enlaça. Léo enlaça leurs jambes à tous les deux. Famille. Enfin une famille. Les investisseurs japonais applaudirent. Doucement, respectueusement, d'autres clients suivirent. Cette fois ce n'était pas pour applaudir l'humiliation. C'était pour applaudir l'amour, la famille, la rédemption. Adrien s'écarta de l'étreinte, regarda les employés. À partir d'aujourd'hui, les règles changent. Tout employé qui a une urgence familiale peut amener ses enfants. Nous allons créer un espace à l'arrière, avec des jouets, des livres, un endroit sûr, parce que la famille passe en premier, toujours. Les serveurs commencèrent à sourire, certains pleurèrent, un changement réel, un changement qui affectait leur vie. Et tout gérant qui humilie un employé sera licencié, immédiatement, sans seconde chance. Le respect n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Un serveur commença à applaudir, d'autres suivirent. Cette fois c'était sincère, c'était de la gratitude, c'était l'espoir d'un environnement meilleur. Adrien se tourna vers Élise. « Tu ne vas plus travailler ici, pas comme serveuse. » Le cœur d'Élise s'effondra. Il la licenciait poliment. Adrien sourit, remarqua la peur dans ses yeux. « Tu vas travailler avec moi, comme directrice des ressources humaines. Tu vas garantir qu'aucun employé ne traverse ce que tu as traversé, que tout soit traité avec dignité, avec respect. » Élise cligna des yeux. Ce n'était pas un licenciement, c'était une promotion. C'était une responsabilité. C'était de la confiance. Je n'ai pas d'expérience en RH. Tu as de l'expérience en survie, en lutte, en protection. C'est plus précieux que n'importe quel diplôme. Élise ne savait pas quoi dire. C'était trop. Voiture, argent, emploi, famille, tout en 1 heure. Adrien reprit Léo dans ses bras.
Vous allez vivre avec moi. J'ai une grande maison à Neuilly. 4 chambres. Piscine. Léo aura un jardin pour jouer. Nous serons une vraie famille. Léo cria, de joie pure. Un jardin? Je vais avoir un jardin? Adrien rit. Premier rire sincère de la soirée. Oui, et tu auras un chien si tu veux. Et des jeux vidéo. Et tout ce dont tu as rêvé. Léo serra le cou de son père. Fort. Heureux. Complet. Élise observait, voyant son fils réaliser ses rêves, voyant l'homme qu'elle avait aimé devenir le père que Léo méritait, voyant la vie changer en temps réel. Le contraste était brutal. 30 minutes avant, elle était à genoux, expulsée, humiliée, détruite. Maintenant, elle était élevée, valorisée, aimée. Les mêmes clients qui l'avaient méprisée la regardèrent maintenant avec respect. Les mêmes employés qui avaient détourné le visage lui souriaient maintenant. Tout avait changé. Le pouvoir avait changé. Le récit avait changé. Et Élise réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas changé. Elle était la même femme, la même mère, le même cœur. Ce qui avait changé, c'était qui la voyait, comment on la voyait, pourquoi on la voyait. Quand elle était juste une serveuse pauvre, elle était invisible. Mais quand elle est devenue la mère du fils du patron, elle est devenue visible, précieuse, importante. Et cela était triste, parce que sa valeur avait toujours été là, avait toujours été réelle. Mais personne ne voyait, personne ne voulait voir. Adrien sentit le changement en elle, perçut ses pensées. Élise, tu as toujours été extraordinaire. Toujours. J'ai juste donné aux autres l'opportunité de voir ce que j'ai toujours su. Les mots étaient un baume, une guérison, tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Adrien se tourna vers le restaurant entier, voix haute, claire, pour que tous entendent chaque mot. Vous voulez savoir qui je suis d'autre? Je vais tout raconter. Il marcha entre les tables, Léo toujours dans ses bras, Élise à ses côtés. Quand j'ai survécu au cancer, j'avais 0 €. Le traitement a tout consumé. J'ai vendu mon appartement, ma voiture, tout. Je me suis retrouvé à la rue, littéralement à la rue. Les clients riches regardaient, choqués. L'un d'eux n'était pas des leurs. Il avait été pauvre. Il n'avait rien été. J'ai dormi dans des foyers, mangé à la soupe populaire, fait la manche. Je sais exactement ce que c'est d'être invisible, ce que c'est d'être jugé par les vêtements qu'on porte, par l'odeur qu'on a, par le manque de dents quand on sourit. Élise le regarda différemment. Elle ne savait pas ça. Adrien n'avait jamais raconté. J'ai mis 2 ans à me reconstruire. J'ai fait tous les boulots. Plongeur, nettoyeur de toilettes, éboueur. Et à chaque endroit, quelqu'un m'a traité comme Élise a été traitée aujourd'hui. Comme un déchet, comme un rien. Il s'arrêta devant la table de la dame aux perles. La femme se ratatina. Vous avez dit que la différence entre vous et eux est de connaître sa place. Je connais ma place. Ma place est aux côtés de ceux qui luttent, de ceux qui survivent, de ceux qui n'abandonnent pas même quand tout s'effondre. La femme baissa la tête, honteuse. Adrien retourna au centre, posa Léo par terre, prit les 2 mains d'Élise. Élise, tu avais le choix aujourd'hui. Tu aurais pu supplier plus, tu aurais pu ramper, tu aurais pu sacrifier ta dignité pour garder ton emploi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as protégé Léo par-dessus tout. C'est ça, être une bonne mère. Pas l'inverse. Élise sanglota. Des années de culpabilité s'échappant. Des années à se demander si elle était assez bien, si elle en faisait assez. Et maintenant quelqu'un voyait, quelqu'un validait. Tu avais aussi le choix de me chercher quand tu as découvert que j'étais vivant. Tu aurais pu demander de l'argent. Tu aurais pu menacer. Tu aurais pu utiliser Léo comme une arme. Mais tu as choisi le silence. Tu as choisi la dignité. Tu as choisi de protéger notre fils d'être vu comme un outil. Adrien serra ses mains. Ce choix me dit tout sur qui tu es. Et je t'aime pour ça. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai jamais arrêté. Les mots tombèrent comme une bombe. Amour. Il avait dit amour. Devant tous. Sans honte. Sans peur. Élise regarda dans ses yeux. Vit la vérité. Vit l'homme qu'elle avait connu 6 ans plus tôt. Vit la bonté qui n'était jamais morte. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Adrien l'attira. L'embrassa. La même. Au milieu du restaurant. Avec 50 personnes regardant. Avec Léo entre eux, souriant. Le baiser fut tout. Fut 6 ans de manque. Fut la douleur transformée en joie. Fut la fin et le début en même temps. Quand ils se séparèrent, le restaurant entier pleurait. Clients, employés, investisseurs, tous. Léo tira le pantalon de son père. « Vous allez vous marier ?» Adrien rit, se baissa.
se mit à genoux de nouveau. « Tu veux qu'on se marie ? Je veux. Je veux avoir une vraie famille. » Adrien regarda Élise. Elle souriait, pleurant et souriant. « Élise Moreau, acceptes-tu de m'épouser ?» Il n'y avait pas de bague, pas de planification, rien que de la vérité brute. Élise regarda Léo. Adrien, la vie qu'elle avait toujours voulu et qu'elle ne pensait jamais avoir. « J'accepte. » Léo cria, sauta, les serra tous les deux. Le restaurant explosa en applaudissements. Cette fois c'était réel. Cette fois c'était une célébration authentique. Adrien se releva, tira Élise et Léo dans une étreinte, les trois ensemble. Une famille. Enfin, la femme qui avait demandé pardon se leva, marcha vers eux, retira son collier de perles. C'était à ma grand-mère. Ça vaut beaucoup. Mais je veux que tu l'aies. Comme demande d'excuse, comme symbole que j'ai appris. Élise regarda le collier, puis la femme. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Vos excuses suffisent. La femme insista, mit le collier dans la main d'Élise. C'est nécessaire, pour que je me souvienne, pour que tu te souviennes, pour que Léo se souvienne que les gens peuvent changer. Élise accepta, le rangea. Léo regarda fasciné les perles briller. D'autres clients commencèrent à s'approcher, un par un, demandant pardon, offrant des choses, de l'argent, des contacts, des opportunités. Élise refusa tout, polie mais ferme. Elle n'avait pas besoin de charité. Elle avait retrouvé sa dignité. Elle avait une famille. Elle avait un avenir. Un serveur s'approcha, le même qui avait détourné le visage quand elle se faisait expulser. « Élise, pardon, j'aurais dû te défendre. Je suis un lâche. » Élise posa sa main sur son épaule. « Tu n'es pas un lâche. Tu protégeais ton emploi, ta famille. Je comprends. J'aurais fait la même chose. » Le serveur pleura, soulagé, pardonné. Adrien observait Élise pardonnant, voyant sa grandeur, sa capacité à comprendre, de ne pas garder rancune. Il avait bien choisi 6 ans plus tôt. Il avait aimé la bonne personne. Les investisseurs japonais s'approchèrent, firent une courbette profonde. « Monsieur Belmont, Madame Moreau, vous nous avez donné une leçon précieuse aujourd'hui. Au Japon, nous appelons cela gaman, la persévérance avec dignité. Vous avez cela, en abondance. » Élise ne savait pas quoi dire. Des investisseurs japonais s'inclinant devant elle. La serveuse qui se faisait expulser une demi-heure plus tôt. Adrien parla pour elle. « Élise a bien plus que cela. Elle a quelque chose que l'argent n'achète pas. Du caractère. Les Japonais acquiescèrent. D'accord. Respectant. » Léo tira sa mère. « Maman, on a gagné. On est bien maintenant ?» Élise se baissa, enlaça son fils. Fort. « On a gagné, mon amour. On est bien. Enfin. » Léo sourit. Ce sourire d'enfant qui ne porte plus de poids, qui peut être un enfant de nouveau. Adrien prit les deux, souleva Léo, enlaça Élise, se tourna vers le restaurant. Le dîner est fini pour aujourd'hui. Tout le monde peut partir, sans payer. C'est la maison qui offre. Considérez cela comme une célébration. De famille, de justice, d'amour. Les clients commencèrent à sortir. Certains s'arrêtaient pour dire au revoir, pour demander pardon encore une fois, pour remercier pour la leçon. La dame aux perles fut la dernière, s'arrêta à la porte, se tourna. « Monsieur Belmont, Madame Élise, vous avez changé ma vie aujourd'hui. Je vais être une meilleure personne. Je le promets. » Et elle sortit, laissant le restaurant vide. Juste Adrien, Élise, Léo et quelques employés. Un serveur demanda timidement. « Monsieur Belmont, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Adrien sourit. « Maintenant vous rentrez chez vous, auprès de vos familles. Paiement complet. Pourboire doublé. Considérez cela comme un bonus pour avoir supporté Véronique tous ces mois. » Les employés n'y crurent pas, commencèrent à remercier, à sourire, à célébrer. Adrien congédia tout le monde, resta seul avec Élise et Léo, dans le restaurant vide. Silence enfin. Léo bâilla, fatigué. Ça avait été une longue journée, plus longue que n'importe quel enfant de 6 ans ne devrait avoir. Adrien le prit dans ses bras. « On rentre à la maison, champion. Notre maison. Avec toi, notre maison. À nous 3. Léo posa sa tête sur l'épaule de son père, ferma les yeux, en sécurité, protégé, aimé. Élise regarda autour d'elle. Le restaurant où elle avait servi pendant des mois, où elle avait été humiliée, où elle avait retrouvé l'amour. Tout avait changé. En 1 heure. 1 heure qui avait changé 6 ans de douleur, qui avait transformé les larmes en joie, qui avait prouvé que la justice existe. Parfois elle tarde, mais elle existe. Adrien prit sa main. « Prête ?»
Élise le regarda son fils dormant dans ses bras, regarda l'avenir qui était enfin possible. Prête, ils sortirent ensemble, père, mère et fils, traversèrent la porte, du restaurant, de l'ancienne vie, de la douleur, et entrèrent dans la nouvelle vie, la vie qu'ils avaient toujours méritée, la vie qu'ils avaient enfin. Dehors, la nuit parisienne était claire, les étoiles brillaient, comme si l'univers célébrait avec eux, comme si tout avait été orchestré pour ce moment. Cette rencontre, cette famille. Élise regarda le ciel et remercia sa mère qui était morte mais avait laissé une promesse, Léo pour ne jamais avoir abandonné, Adrien pour être revenu, la vie pour avoir donné une seconde chance. Adrien serra sa main. Je t'aime, Léo murmura en dormant. Je vous aime. Et c'était parfait. Enfin, parfaitement parfait. 6 mois plus tard, Élise se réveillait dans une maison qui ressemblait à un rêve, chambre avec vue sur le jardin, drap doux, Léo dormant dans la chambre d'à côté, Adrien respirant tranquillement à ses côtés. Elle n'y croyait toujours pas. Se réveillait chaque jour en pensant qu'elle allait retourner à l'appartement exigu, au matelas fin, à la vie étriquée d'avant. Mais c'était réel. Tout était réel. Élise n'accepta pas seulement de recevoir. Elle travailla vraiment. En tant que DRH de la chaîne de restaurants, elle transforma tout, créa un espace pour les enfants des employés dans chaque établissement, embaucha des nounous, mit des jouets, des livres, garantit qu'aucune mère n'ait besoin de choisir entre son enfant et sa survie. Les employés l'aimaient, parce qu'elle comprenait, savait ce que c'était de se réveiller avec la peur, de travailler épuisé, de survivre à la limite. Élise reprit aussi ses études, suivit un cours de gestion des ressources humaines, pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait être meilleure, voulait mériter l'opportunité qu'elle avait reçue. Léo s'épanouit. En 6 mois, il devint un enfant différent, souriait plus, jouait plus, avait des amis, avait une chambre pleine de jouets, avait un chien appelé Max, avait un père qui venait le chercher à l'école tous les jours. Le garçon qui avait porté le poids d'un adulte était enfin un enfant, courait dans le jardin, criait fort, salissait ses vêtements, toutes les choses qu'un enfant devrait faire. Adrien était un père présent. Tous les soirs, ils dînaient ensemble, discutaient, riaient. Il apprenait à Léo à faire du vélo, à nager, à jouer au football, rattrapait 6 ans en 6 mois, et savait que ce ne serait jamais suffisant, mais essayait. Élise et Adrien se marièrent 3 mois après les retrouvailles. Mariage simple, juste famille et amis proches. Léo fut garçon d'honneur, pleura de bonheur quand ils dirent oui. Ils eurent aussi des conversations difficiles, sur la rancœur, sur les années perdues, sur la douleur qui ne disparaît pas juste parce que la vie s'améliore. Élise fit une thérapie, eut besoin de traiter le traumatisme de 6 ans, eut besoin d'apprendre qu'elle méritait cette vie, que ce n'était pas un coup de chance, c'était la justice. Adrien fit aussi une thérapie, la culpabilité de ne pas avoir été là le consumait, eut besoin d'apprendre à se pardonner, à accepter qu'il ne savait pas, qu'il n'avait aucun moyen de savoir. Et Léo eut aussi besoin d'aide. 6 ans à voir sa mère souffrir avait laissé des marques. Il faisait des cauchemars, se réveillait en pleurant, pensant qu'ils allaient tout perdre de nouveau. Une thérapie pour enfants l'aida. Peu à peu, il apprit à faire confiance, à croire que c'était permanent. La famille guérit ensemble, doucement, avec amour, avec patience. Élise n'oublia jamais d'où elle venait, utilisa une partie de l'argent qu'Adrien lui avait donné pour créer une fondation. La fondation Élise Moreau aidait les mères célibataires, offrait une crèche gratuite, des formations professionnelles, un soutien psychologique, tout ce qu'elle n'avait pas eu. Des centaines de femmes passèrent par la fondation, chacune avec une histoire différente, mais toutes avec la même douleur. La douleur d'être seule, de porter un poids impossible, d'être invisible. Élise les voyait, toutes, et disait la même chose toujours. Tu n'es pas seule, et tu vas vaincre, je le promets. Et elle croyait, parce qu'elle était la preuve vivante, était un témoignage, était l'espoir incarné. Véronique tenta un procès, allégua un licenciement abusif, perdit. Le tribunal vit les vidéos, entendit les témoins. Le verdict fut clair, faute grave avérée. Elle trouva un emploi dans un petit bistrot, salaire 3 fois moindre, sans pouvoir, sans statut, sans rien de ce qui la faisait se sentir supérieure. Au début, Véronique blâma Élise, blâma Adrien, blâma le monde, mais peu à peu, seule le soir dans son studio minuscule,
Elle commença à comprendre. Comprit qu'elle s'était détruite elle-même, que la cruauté a un prix, que le pouvoir sans empathie tombe toujours. 2 ans plus tard, Véronique apparut à la fondation, demanda à parler à Élise. La secrétaire faillit l'expulser. Élise dit non. Laisse-la entrer. Véronique entra, plus vieille, plus fatiguée, plus humaine. Je suis venue demander pardon, vraiment cette fois, pas parce que je veux un emploi, pas parce que je veux quelque chose, juste parce que tu mérites de l'entendre. Élise écouta, Véronique pleura, raconte comment elle avait tout perdu, comment elle avait réalisé trop tard, comment elle essayait d'être meilleure. Je n'attends pas de pardon, je voulais juste que tu saches, tu as changé ma vie, de la pire façon possible, mais c'était la façon dont j'avais besoin. Élise regarda la femme qui l'avait détruite, et sentit quelque chose d'inattendu, de la pitié, pas de la colère, de la pitié. Je te pardonne. Véronique leva les yeux, choquée. Pourquoi? Parce que j'ai appris que garder la colère ne blesse que celui qui la garde. Tu as déjà payé. Maintenant va et sois meilleure. Véronique partit en pleurant, remerciant. Différente. Les employés qui avaient défendu Élise cette nuit-là furent promus, chacun d'eux. Adrien n'oublia pas. Le serveur qui s'était excusé devint gérant, gagna une augmentation de 60%. Aujourd'hui, il gère 2 restaurants, à sa propre maison, une famille stable. Les autres qui s'étaient tus apprirent aussi, virent que le courage en vaut la peine, que faire ce qui est juste paie. Peu à peu, la culture changea. Les restaurants d'Adrien devinrent un modèle. Employés heureux, clients satisfaits, le profit tripla en 3 ans. L'histoire fuma, c'était inévitable. Tant de portables filmant, tant de témoins. En 1 semaine, c'était partout. Millionnaire découvre son fils dans un restaurant de luxe. Serveuse humiliée est la mère du fils du patron. Justice rendue en direct. Les vidéos devinrent virales. Des millions de vues, des commentaires par milliers. La majorité soutenant Élise, certains jugeant. Il y a toujours des gens qui jugent, mais Élise ne se soucia pas des jugements. Elle avait appris. L'opinion des inconnus ne définit pas la valeur. Seul l'amour définit, seul le caractère définit. L'histoire inspira. Des mères célibataires dans tout le pays envoyant des messages, racontant des histoires similaires, remerciant de montrer que la victoire est possible, que la dignité en vaut la peine, que ne jamais abandonner fonctionne. Élise répondait à toutes, chaque message, chaque histoire, parce qu'elle savait que ça comptait, qu'un mot d'espoir peut sauver une vie, peut donner la force pour un jour de plus. 3 ans après les retrouvailles, Élise était enceinte de nouveau. Une fille. Ils l'appelèrent Espérance, parce que c'était ce qu'elle représentait. L'espoir que l'amour gagne, que la famille se reconstruit, que les secondes chances existent. Léo, à 9 ans, était excité. Il allait être grand frère, protecteur. Il avait grandi fort, confiant, heureux, étudiait dans une excellente école, avait des amis, faisait du sport. C'était un enfant normal, un enfant qui avait le droit de l'être. Adrien développa les affaires, mais ne perdit jamais le cap. La famille passait en premier, toujours. Il refusait les longs voyages, refusait les engagements qui prenaient du temps avec Élise et Léo. L'argent était important, mais pas plus important que d'être présent. La leçon de cette nuit au restaurant ne sortit jamais de la tête de personne. 50 personnes avaient regardé, 50 personnes avaient appris, ou auraient dû apprendre. La leçon était simple mais profonde. Ne jamais juger sur les apparences. Jamais. La serveuse fatiguée peut être une héroïne. Le mendiant peut être un saint. L'enfant mal élevé peut être un cadeau de Dieu. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a un combat. Tout le monde mérite le respect, indépendamment des vêtements, du compte en banque, du nom de famille. La dignité ne s'achète pas, ne se vend pas, ne s'enlève pas. Élise l'a prouvé. Elle a gardé sa dignité quand elle n'avait rien, et a gardé sa dignité quand elle a tout gagné. Parce que la dignité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le respect non plus n'est pas optionnel. Ce n'est pas pour ceux qui le méritent. C'est pour tous, toujours. Le serveur mérite autant de respect que le PDG. La femme de ménage mérite autant que la doctoresse. La position ne définit pas la valeur humaine. La justice tarde. Parfois, elle tarde des années. Mais elle vient toujours. Élise a attendu 6 ans. 6 ans de douleur. Mais la justice est venue. Et quand elle est venue, elle a été complète. Elle a été belle. Elle a été parfaite. 5 ans après cette nuit-là, Élise était sur scène.
Conférence sur la maternité solo. Public de 3000 personnes. Elle raconta l'histoire, toute l'histoire, sans rien cacher. Quand elle termina, silence absolu, puis des applaudissements. Debout, tout le monde. 3000 personnes applaudissant une mère qui n'a jamais abandonné, qui a gardé sa dignité, qui a protégé son fils par-dessus tout. Élise regarda le public, vit des femmes pleurer, vit la reconnaissance, vit l'espoir naître, et dit la phrase qui définissait tout: « Votre situation actuelle ne définit pas votre destin. Votre combat d'aujourd'hui est votre victoire de demain. N'abandonnez jamais, jamais, parce que vous en valez la peine. Votre enfant en vaut la peine, et l'amour gagne toujours. » Le public explosa. Ce n'était pas seulement des applaudissements, c'était de la gratitude, c'était de l'inspiration, c'était le changement se produisant en temps réel. Ce soir-là, Élise rentra chez elle. Adrien et Léo attendaient. Espérance dormait dans son berceau. Le chien courait dans le jardin. Tout était en paix. Élise regarda sa famille, la vie qu'elle avait construite, la victoire qu'elle avait conquise. Et elle sut que chaque larme avait valu la peine. Chaque nuit blanche avait valu la peine. Chaque humiliation avait valu la peine. Parce que cela avait mené jusqu'ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette paix. La vie avait bouclé la boucle. 6 ans de douleur sont devenus 5 ans de joie. Et les 50 prochains seraient d'amour. Amour pur, vrai, éternel. Élise avait gagné, pas parce qu'elle était devenue riche, mais parce qu'elle était restée qui elle était, parce qu'elle avait protégé ce qui comptait, parce qu'elle n'avait jamais renoncé à sa dignité. Et c'était la vraie victoire, la seule qui compte, la seule qui dure pour toujours. Cette histoire vous a touché? Je sais qu'elle vous a touché. Parce que nous avons tous déjà jugé quelqu'un sur son apparence. Nous avons tous déjà détourné le visage pour ne pas nous impliquer. Nous avons tous déjà pensé connaître l'histoire de quelqu'un juste en le regardant. Élise nous a enseigné que nous ne savons jamais. Jamais. Cette personne qui semble vaincue peut être la plus forte de la pièce. Ce père absent peut être en train de lutter pour sa vie. Cette mère irresponsable peut être en train de sauver son fils comme elle le peut. La vérité est que l'empathie coûte 0. Le respect coûte 0. Mais leur absence a un prix élevé. Véronique a payé. Les clients qui ont jugé portent la honte jusqu'à aujourd'hui. Mais Élise a gagné. Parce qu'elle a gardé un cœur pur. Parce qu'elle n'a jamais perdu son humanité même quand le monde a essayé de lui enlever. Maintenant, je veux savoir de vous. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que la dignité et l'amour gagnent à la fin, laissez en commentaire la phrase « Je crois en la justice » et mettez votre ville aussi. Je veux voir combien de personnes autour du monde ont été impactées par cette histoire. Je lis chaque commentaire, chacun, et je réponds au maximum que je peux. Votre message compte. Vous comptez. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte seul, quelqu'un qui est mère solo, quelqu'un qui travaille 3 emplois et que personne ne voit, quelqu'un qui garde sa dignité même sans rien avoir, partagez cette vidéo avec cette personne. Envoyez sur WhatsApp. Taguez dans les commentaires. Parce qu'elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, que le combat en vaut la peine, que la fin heureuse existe. Cette histoire peut être l'espoir dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Peut-être la force pour ne pas abandonner. Peut sauver une vie. Ce n'est pas une exagération. C'est réel. Si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez regardé cette histoire complète, vous êtes spécial. Parce que cela signifie que vous avez un cœur qui ressent, qui se soucie, qui croit en les gens. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Appuyez sur la cloche. Parce que chaque semaine, j'apporte des histoires vraies de personnes qui ont vaincu. Des histoires qui inspirent, qui émeuvent, qui prouvent que le bien triomphe toujours à la fin. Élise, Adrien et Léo vivent heureux jusqu'à aujourd'hui. Et vous aussi, vous vivrez votre victoire. Croyez-y. N'abandonnez jamais. Votre moment arrive. À la prochaine histoire. Et rappelez-vous, vous en valez la peine. Vous en avez toujours valu la peine. Vous en vaudrez toujours la peine.